Merci mon général. Donc je me rends compte que c'est la dernière année où je peux dire des bêtises. Après, elles me seront opposables. Merci pour ces mots d'introduction. Merci aux organisateurs du forum de nous permettre une fois de plus de nous retrouver aussi nombreux. Merci pour cette thématique qui est particulièrement d'actualité, mais qui est aussi un sujet qui me tient à cœur depuis bien des années et qui est totalement structurant. Et puis merci de me donner une année de plus l'occasion de partager devant un public averti ce qui m'inquiète. Alors, je ne vous dis pas tout, je pars du principe qu'il ne faut pas tout vous dire d'un seul coup, et en même temps ça a une vertu thérapeutique pour moi, et je le fais d'autant plus volontiers cette année que ce qui m'inquiète le plus, c'est fondamentalement en lien direct avec la thématique de cette année. Ce qui m'inquiète le plus, c'est le décalage évident, sans doute croissant, entre d'une part un monde géopolitique qui n'en finit pas de se durcir, dont on ne sait pas où il s'arrêtera de se durcir, et puis d'autre part un monde numérique qui n'est pas à la hauteur de ces circonstances, qui présente des faiblesses récurrentes. Et ça, c'est sans doute pas totalement surprenant, parce que quand on y pense, ce monde numérique, il s'est construit dans cette parenthèse historique d'une trentaine d'années pendant laquelle on parlait principalement de dividendes de la paix, peut-être en les surestimant un tout petit peu. Et le numérique qu'on a construit, il est à l'image de cette pensée de cette parenthèse. Il présente des défauts de sécurité à tous les niveaux, il est de moins en moins maîtrisé, et quand je parle de défaut de maîtrise, ça vaut en termes d'origine, de savoir d'où vient la technologie qu'on utilise, ça vaut aussi en termes de maîtrise, de compétences, simplement, de comprendre comment tout ça fonctionne, qui est de plus en plus une question qu'on peut se poser dans plein de cas. Ça vaut en termes de traçabilité, simple. On pourrait faire un petit sondage à main levée dans la salle pour savoir combien parmi vous se sont posés ces dernières 24 heures des questions épineuses au sujet d'un obscur pactage NPM qui s'appelle Axios, pour savoir qu'est-ce que c'est, est-ce qu'on l'utilise et si oui, où. Et ce genre de questionnement, on l'a devant nous encore maintes et maintes fois. Donc on a un numérique qui n'est pas pensé pour ce monde de géopolitique qui se durcit, et c'est quelque chose qui devrait nous inquiéter à ce moment où on parle beaucoup moins de dividendes de la paix et beaucoup plus de choses plus vertigineuses. Donc ce constat fondamental, ce n'est pas juste mon inquiétude personnelle, c'est quelque chose qu'on a posé l'été dernier dans la Revue nationale stratégique, qui définit un horizon auquel on doit se préparer, sans qu'il n'y soit une certitude, qui pose ce scénario qui verrait notamment nos faiblesses numériques exploitées de manière coordonnée contre nous, dans l'optique de mettre un désordre, le plus possible de désordre, fondamentalement. Ce constat posé dans la RNS, c'est aussi quelque chose qui ressort à plusieurs titres dans le panorama de la menace, que comme chaque année, on a publié il y a quelques semaines. Ça ressort dans la bataille des vulnérabilités qu'on est en train de perdre. Et quand je dis « on », ce n'est pas l'ANSSI, ce n'est pas la France, c'est Homo sapiens, fondamentalement, avec un nombre de vulnérabilités qui croît avec une croissance à 2 chiffres, année après année, avec une fenêtre de correction qui se réduit encore plus rapidement pour corriger les vulnérabilités qui nous affectent. Et là, je fais une petite parenthèse, avec peut-être une tendance à se projeter dans du technosolutionnisme, qui est une mauvaise idée de mon point de vue. L'IA ne va pas résoudre ça magiquement, ça va aider, mais parier sur des outils, tout miser sur des outils qui n'existent pas aujourd'hui, ce serait une erreur. Donc on a aussi un travail plus fondamental dont on ne fera pas l'économie, qui est de mieux sécuriser nos solutions numériques. Le CRA, la régulation va aider, mais on a aussi peut-être des questions à se poser sur la valeur de marché de la sécurité ou de son absence. Fin de cette parenthèse. Si je reste dans mon panorama de la menace, dans les choses qui sont révélatrices de ce constat de faiblesse, les fuites de données, qui ont marqué l'actualité de l'année 2025, qui ne sont pas une explosion, qui sont plutôt une évolution de la menace, qui ont des conséquences gravissimes potentiellement, qui nous touchent chacun et chacune dans ce qu'on a de plus intime, qui sont surtout et aussi fondamentalement quelque chose qui nous rappelle en permanence la vulnérabilité, nos vulnérabilités assez universelles, parce que si tout le monde y passe, le public, le privé, les petits, les gros, les Français, les pas Français, c'est que personne ne fait les choses parfaitement bien aujourd'hui. Et puis derrière ces fuites de données, il y a aussi un deuxième facteur qui m'inquiète, parce qu'elle nous montre à quel point les attaquants peuvent prendre le contrôle du narratif, imposer leur vision des choses, leurs éléments de langage, littéralement, dans notre perception de la menace. Et ça, c'est grave, face à de la menace qui est criminelle, qui cherche à gagner de l'argent. Ça rajoute du malheur au malheur des victimes.
Mais c'est grave en l'état, ça pourrait être catastrophique face à des attaquants qui seraient beaucoup plus coordonnés et dont le but fondamental ne serait pas de faire de l'argent, mais de nous déstabiliser en tant que société. Ce constat, on le voit aussi dans les attaques de plus en plus récurrentes qui passent par nos dépendances numériques, notamment par le cloud, qui nous rappelle peut-être que le cloud, c'est pas magique, c'est aussi attaqué, qui nous rappelle qu'on a peut-être un peu trop coupé dans certains virages quand on a délégué notre numérique et la gestion de sa sécurité. Sans vouloir vous déprimer, on est potentiellement parti pour faire la même chose avec l'IA quand même. Et puis, ce constat, on le voit se dessiner dans les évolutions qui sont à l'œuvre depuis déjà quelques années, dans la massification des attaques, dans les frontières qui se brouillent entre attaquants étatiques, non étatiques, dans la désinhibition croissante de ces attaques, avec du sabotage qui devient une réalité en Europe, en UE, avec ce qu'a subi la Pologne au mois de décembre, avec du prépositionnement, y compris en France, qui nous interroge sur les finalités recherchées par les attaquants. Donc c'est ça qui m'avait poussé à dire, je crois à l'automne dernier, « Winter is coming ». Et je le répète, en ce début de printemps, pour ceux qui auraient compris de travers et y auraient vu une prédiction météorologique, non, ça peut empirer et il y a des chances que ça empire. Donc ce constat, posé fondamentalement dans la revue stratégique, c'est ce à quoi doit répondre la stratégie nationale de cybersécurité qui a été publiée en début d'année. C'est pas... Alors une stratégie, c'est à la fois beaucoup et peu, ça ne va pas changer fondamentalement le constat, mais ça fixe les priorités pour agir dessus. Ça ne change pas le modèle. On garde la même organisation française, on garde les mêmes principes. Le fait que la meilleure défense, ça reste la défense. Ça n'empêche pas d'aller mettre un peu de complexité dans la vie des attaquants quand on le peut, mais ce n'est pas ça qui fera baisser la menace. Ça réaffirme plus que jamais un principe fondamental qui est peut-être déjà présent dans notre manière de fonctionner, qui est que l'État a un rôle fondamental dans tout ça, mais ne va pas faire tout seul. Et donc on a besoin d'une mobilisation collective et d'un travail collectif. Et puis ça fixe quelques priorités. Alors je ne vous ferai pas l'exégèse de toutes les priorités de la stratégie, mais je vais en mettre deux en valeur. La première, c'est de retrouver à grande échelle, de rehausser notre niveau de sécurité, de retrouver une maîtrise de nos vulnérabilités les plus fondamentales. Parce que tant qu'on aura toujours les mêmes vulnérabilités de base, on n'aura pas la solution au problème. Ça, c'est avant tout un enjeu de gouvernance. Ça ne peut pas être un enjeu de technicien uniquement. Mais ça, je pense que vous en êtes autant convaincus que moi, et puis je sais qu'il y a un très bon duo de Mathieu qui interviendra sur ce sujet juste après, donc je leur laisserai la main. Ça passe évidemment aussi par Nice 2, qui a été pensé pour ça, dont la transposition en droit français a pris un peu de retard, sur lequel je ne m'étendrai pas, mais le message fondamental qu'il faut qu'on retienne tous et qu'on intègre tous dans nos démarches, c'est qu'il n'y a pas besoin d'attendre que la loi soit votée pour s'y préparer. Ce serait même catastrophique d'attendre. Donc, il faut s'y mettre maintenant. Il faut s'y mettre maintenant parce que la menace, elle n'attend pas, parce que ça va mettre du temps de toute façon. Et c'est dans cet esprit-là qu'on a publié, il y a 2 semaines, le RECIF, le référentiel de cybersécurité français, qui est une bêta de ce qu'on demandera au titre de Nice 2, mais qui est aussi et surtout un ensemble de mesures complets, adapté à la fois à la menace et à la maturité des différentes structures. C'est quelque chose qu'on a construit avec plein de monde, avec des dizaines de fédérations professionnelles, d'associations d'élus, que je remercie à nouveau, parce qu'elles nous ont aidés à positionner la barre au juste niveau. Et c'est quelque chose qui sera efficace contre les attaques. Et là, je pense qu'il n'y a qu'à regarder les attaques récentes et voir les mesures qu'on peut mettre en face. Elles sont toutes dans le récif. Donc ce n'est pas des choses très sorcières non plus. Alors, ça se complète d'autres outils qui sont aussi présents sur nos différents sites web. L'enregistrement, le pré-enregistrement au titre de Nice 2, que je recommande à toutes les entreprises concernées. Mes services cyber qui offrent l'accès à toutes sortes de ressources. Un comparateur qui permet de comparer le récif à d'autres normes. Ça aide à naviguer dans ce millefeuille régulatoire qui commence à se constituer un petit peu. Mais pour tout ça, il ne faut pas attendre Nice 2. Et puis il ne faut pas attendre Nice 2, il ne faut pas non plus se limiter à Nice 2, parce que Nice 2, ça touchera à la louche 20 000 entités en France. Ça ne va pas épuiser le sujet. Il y a bien plus que 20 000 entreprises en France, à l'évidence. Et donc il faut faire aussi des choses pour ceux qui ne seront pas assujettis à Nice 2. Pas les réguler, ce n'est pas l'intention, mais peut-être les guider et les appuyer dans le développement de leur maturité. Donc c'est aussi pour ça qu'on a fait Récif. On l'a pensé comme ce socle commun qu'on va compléter d'un niveau basique pour les structures trop petites pour être sujettes à Nice 2. C'est comme ça qu'on compte le déployer, et pour ça on aura besoin de vous. Besoin de vous pour nous faire des retours, besoin de vous pour le mettre en œuvre dans vos référentiels, dans vos outils, dans vos approches, parce que ça a vocation à devenir, on a utilisé le terme de colonne vertébrale, mais c'est bien ça, c'est la colonne vertébrale des démarches de cybersécurité en France. Ça ne fera pas tout, on a besoin d'autres outils, certains existent. Le 17 Cyber est une
une vraie source de fierté, je pense, collective, parce que c'est ce guichet national qui fédère l'action des services de l'État, du privé, des collectivités. Il y a plus de la moitié des CSIRT territoriaux qui sont enregistrés dans le 17 Cyber aujourd'hui. Il faut continuer à faire ça. Et puis le pendant en matière de prévention, qui est ce portail national de la cybersécurité du quotidien, qui doit passer les bons messages de prévention, y compris à nos concitoyens, quel que soit leur niveau de compréhension de ces sujets de cybersécurité. Tout le monde n'a pas besoin d'être un expert, tout le monde a besoin de se protéger par contre. Et donc ça, c'est aussi un travail qui sera confié à la formidable équipe du GIP ACIMA, qui a plus que prouvé sa capacité à porter ce type de message. Alors dans ce mouvement d'ensemble, l'État, il a vocation, comme d'habitude, à être un chef d'orchestre, mais il a aussi un besoin d'être exemplaire. Je le dis en passant, avec un peu d'euphémisme, il y a évidemment des marges de progression significatives qui demeurent. Et donc on a un vrai travail à mener pour faire mieux. Le Premier ministre nous l'a demandé, ça nous a pas mal occupé ces dernières semaines. C'est des choses qui se conçoivent dans le temps long, parce que le système d'information de l'État, c'est un gros machin. C'est des milliers et des milliers d'applications, à vrai dire on ne sait pas les compter. C'est bon 60 millions d'utilisateurs. Donc c'est des choses qui ne pivotent pas sur place, mais c'est des choses sur lesquelles il faut définir des priorités, notamment en termes de gestion d'authentification, de double facteur, mais pas que, ou de gestion des obsolescences. C'est des choses sur lesquelles on reviendra, je pense, dans les prochains jours ou prochaines semaines. Sans être trop long, il y a un deuxième sujet important que je voudrais évoquer ici, c'est la thématique finalement, c'est la reprise d'une forme de maîtrise de notre numérique, ou de garder la maîtrise qu'on a encore. Ça passe par plusieurs choses. Ça passe par le fait de ne pas se laisser distancer par des évolutions technologiques. Notre capacité d'évaluation de l'IA, elle est déficiente aujourd'hui. Et c'est une priorité forte pour l'ANSSI que de développer, et on n'est pas seul, développer ces capacités-là, pour s'assurer, si possible, qu'on ne coupe pas autant que d'habitude dans les virages en déployant cette nouvelle technologie qui a un effet structurant. Anticiper l'ordinateur quantique, c'est une autre priorité, c'est une priorité, une urgence de long terme, mais la transition, elle doit se mettre en place dès maintenant. Pour ça, il y a une chose simple, Il y a deux questions que toute organisation devrait se poser aujourd'hui, dès aujourd'hui. La première, c'est quelles sont mes données les plus sensibles, celles qui doivent rester secrètes longtemps, celles qu'il faut protéger dès à présent ou dès que possible contre la menace quantique. Et puis, deuxième question, quand est-ce que mes fournisseurs auront de la cryptographie post-quantique dans leurs solutions? Et ça, c'est une question qu'il faut leur poser aussi, et peut-être juger le sérieux de vos fournisseurs sur la base de la réponse. Donc il faut intégrer ces dimensions nouvelles, mais ça ne nous dispense pas de reconquérir la maîtrise de l'existant, avec une complexité qui s'est accumulée et sur laquelle il faut reconquérir un peu de compréhension et de traçabilité notamment. Le CRA, le Cyber Resilience Act, est un bon outil pour faire cette première étape. Il entrera en vigueur à compter de cette année pour les premières obligations, l'année prochaine pour le reste. Il portera des exigences de base qui manquent clairement vis-à-vis des fournisseurs du numérique. Il portera aussi cette exigence de traçabilité à travers des SBOM, des listes d'ingrédients, des solutions numériques, parce que, quelque part, c'est un peu surprenant, et je pèse mes mots, qu'on ait aujourd'hui beaucoup plus d'informations fiables quand on achète une saucisse que quand on achète une solution numérique. Et ça doit sans doute changer. Et puis, il y a peut-être le sujet le plus dimensionnant dans tout ça, qui est comment on reprend la maîtrise des risques qualifiés de non techniques, même si je ne suis pas fanat de cette appellation, liés à nos dépendances numériques. On ne peut plus aujourd'hui, je pense que c'est une évidence, on ne peut plus faire l'impasse sur les risques de captation de nos données, au titre du droit à portée extraterritoriale, d'où qu'ils viennent d'ailleurs, sur les risques de coupure de services brutales, au titre de ce même droit, ou d'autres pans de ce même droit. Donc c'est une discussion qu'on doit avoir, je le précise, sans tomber dans un piège dans lequel il serait facile de tomber. Le sujet, ce n'est pas de décider qui sont nos amis et nos ennemis. Ce n'est pas ça le sujet, surtout pas quand on fait des choix qui engagent nos choix technologiques pour les 20 ou 30 prochaines années. Parce que je ne sais pas si quelqu'un a une boule de cristal pour savoir l'état du monde dans 30 ans, mais on ne peut pas totalement se fier à l'état actuel. Donc le sujet, ce n'est pas amis ou ennemis, c'est de trouver quels sont les leviers dont des tiers, non européens, parce que c'est comme ça qu'il faut le concevoir, dont des tiers peuvent faire usage pour contraindre nos usages notre utilisation du numérique, sans qu'on ait de voix au chapitre, ni sur la nature des leviers, ni sur ce qui en sera fait. Donc il faut trouver ces leviers, les identifier objectivement, savoir si c'est acceptable ou non, et savoir quelles mesures on met en place, le cas échéant, pour les contrer. Ça, c'est un sujet qui concerne tous les Européens. C'est quelque chose dont on doit discuter de manière sincère et, si possible, dépassionnée, entre Européens,
sans se laisser trop influencer, sans céder aux pressions extérieures qui sont plus qu'une probabilité en la matière, et en trouvant le bon équilibre entre ce qui relève du rôle des États, qui sont fondamentalement les garants de la souveraineté, et ce qui peut être harmonisé au niveau européen. Et on a le bon vecteur pour faire ça. Le bon vecteur, c'est la révision du Cyber Security Act. Certains lecteurs pressés du premier draft qui a été posé sur la table par la Commission européenne en début d'année y ont vu une exclusion de ce sujet. Ce n'est pas du tout ça. Il faut lire jusqu'à la fin. Il y a un pilier entier de ce règlement qui est dédié aux risques dits non techniques. Ça s'appelle ICT Supply Chain Security. Donc, cette révision du CSA, ce n'est pas une porte qui se ferme. C'est un chantier qui s'ouvre. Je ne vous dirai pas ici sur quoi on sera d'accord, sur quoi on proposera des améliorations, mais je vous dirai simplement que c'est une très bonne nouvelle, qu'on ait enfin une discussion structurée sur ces sujets entre Européens. Le compteur est passé dans le rouge, donc il faut que je conclue. Et je conclurai simplement sur une autre bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on est toujours nombreux à venir, en cette période particulière, à Lille, à se retrouver. Et je commence à avoir un tout petit peu de recul maintenant. Moi, je fais le constat que je viens chaque année, avec des inquiétudes que je partage volontiers, et je repars rassuré du FIC, du Forum InCyber. Ça fait trop longtemps que je viens. Je repars rassuré parce que je constate qu'on est nombreux à se poser les mêmes questions, à avoir les mêmes inquiétudes et à travailler aux solutions. Et je repars gonflé à bloc par l'énergie collective qui est toujours palpable ici. Et donc ça fait du bien. Et pour ça, je voulais vous remercier également et vous souhaiter un très bon forum. Merci.